Charles Consigny, bonjour. Bonjour. Candidat aux législatives sous l'étiquette des Républicains. À la présidentielle, Valérie Pécresse a eu du mal à se faire une place entre Emmanuel Macron d'une part, l'extrême droite d'autre part. 8% des voix seulement dans les Yvelines, son propre département. Les Yvelines, c'est là que vous vous présentez. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous parviendrez à faire mieux qu'elle et peut-être à l'emporter ? Je pense qu'à la présidentielle, les Français ont eu peur au dernier moment d'un second tour qui aurait vu s'affronter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et qu'ils ont eu un réflexe de vote dit utile et que certains qui auraient voulu voter pour la candidate de la droite et du centre se sont précipités pour voter Macron. J'ai le sentiment quand même que ce que fait Emmanuel Macron depuis sa réélection ne convient pas à tout le monde. Je pense que son grand écart qui va des indigénistes à Gérald Darmanin, c'est quand même un tout petit peu inquiétant sur ce qui va être fait pendant 5 ans. Et je pense donc que beaucoup de mes concitoyens ont envie qu'à l'Assemblée, les idées de la droite et du centre soient défendues par des gens qui s'associeront quand ce sera nécessaire et quand ce sera utile pour le pays à ce qui sera fait par ce gouvernement, mais qui seront aussi capables de s'opposer à ces dérives. Et je pense que ces dérives, on les voit déjà. On va en parler. Il y a un coup de barre à gauche qui, pour moi, est évident dans la composition du gouvernement Macron. Et donc Mais vous parliez de vote utile à la présidentielle. Valérie Pécresse l'a reconnu elle-même et en a fait un des facteurs de sa défaite. C'est ce qu'elle a reconnu. Est-ce que le contexte a vraiment changé, notamment Mélenchon, qui est omniprésent dans les médias, qui a fédéré presque toute la gauche derrière lui. Donc est-ce que le contexte des législatives sera vraiment différent de celui de la présidentielle ? Je pense d'abord, pour ce qui me concerne strictement dans ma circonscription, la NUPES n'a aucune chance d'être au second tour ou quoi que ce soit, donc la question ne se pose pas. Et sur le plan national, je constate avec un peu de regret que Emmanuel Macron a besoin d'épouvantail pour gagner, en fait. Il ne sait pas gagner sur l'adhésion à ce qu'il propose, puisqu'il ne propose rien. On ne sait pas ce qu'il va faire. En revanche, un coup, il agite le péril brun, le lendemain, il agite le péril rouge, et il pense comme ça effrayer les Français et les amener à lui par la peur. Moi, je trouve ça regrettable. Si je m'engage en politique, c'est pour défendre des idées, c'est pour défendre des valeurs, c'est pour défendre des projets, c'est pour défendre une certaine idée de la France. C'est pas pour faire peur aux gens, pour les contraindre à voter pour moi. Alors, dans les Yvelines, vous affrontez notamment la députée sortante, Marie Lebec, qui représente la majorité présidentielle. Elle a le même âge que vous, elle vient de la droite comme vous, elle est implantée localement pas vous. Quel est l'argument que vous avancez à vos électeurs pour qu'ils vous choisissent vous et pas elle ? D'abord, le bilan, c'est pas lui faire injure que de constater que son bilan est très mince, voire quasi inexistant. Moi, je pense qu'elle n'a fait que suivre ce qu'a fait la majorité, loi après loi. Moi, je pense qu'un député, il doit être capable de se faire entendre. C'est une circonscription dans laquelle il y a certains enjeux. Il y a un enjeu de bétonisation, par exemple. Il y a des lois, les lois SRU, Duflot, 3DS, qui conduisent à construire des immeubles dans des endroits où il ne faudrait plus construire. Ces lois, il faut se battre pour les faire évoluer, pour que la spécificité de ce genre de territoire soit prise en compte. Donc c'est une campagne locale qu'elle n'a pas fait. Elle n'est pas que locale, elle est notamment locale parce qu'il y a des enjeux locaux, parce que c'est une circonscription où il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle et que moi je veux défendre. Mais il y a aussi des enjeux nationaux. Moi, je suis désolé, je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron ait rempli le contrat qu'il avait passé avec les Français en 2017. Je constate que je suis toujours taxé à plus de 60% comme avocat, par exemple. Je constate qu'on est toujours dans un pays où, en gros, tout passe par l'État, où on est là en train de vider les caisses de l'État à coup de chèques inflation et autres mesures diverses et variées inventées par le gouvernement pour distribuer de l'argent juste avant les élections. Donc pour moi, il y a un bilan global de la majorité qui est très faible et il y a un bilan individuel de ces députés En Marche qui n'ont pas été des députés autonomes et capables de se faire entendre à l'Assemblée nationale. Pour moi, ils sont restés des députés figés dans leur groupe parlementaire et soumis aux ordres du gouvernement. Les Républicains ont abandonné en vue des législatives les mesures les plus emblématiques du projet Pécresse à la présidentielle, notamment la baisse des effectifs de fonctionnaires. Aucune mention de l'âge de la retraite dans les 8 pages du programme, aucune. C'est quoi la plus-value LR aujourd'hui par rapport au programme macroniste ? Non mais les macronistes n'ont pas de programme.
Il faut voir ça. Les macronistes n'ont pas de programme. Quand mais vous le vôtre, il a été considérablement édulcoré. Mais moi, je vais vous donner le mien. Quand vous prenez les tracts des candidats d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de proposition, tout simplement parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ont un indigéniste à l'Assemblée nationale qui participait à des réunions non mixtes interdites aux Blancs, et ils ont Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Donc c'est un grand écart qui ne peut rien donner de bon. Moi, je suis pour la retraite à 65 ans. Je serais d'ailleurs, si je suis élu... C'est plus écrit dans votre programme, hein, dans le programme des Républicains. Mais c'est dans le mien à titre personnel. Si je suis élu député, je serai vigilant sur l'application et la mise en place d'une réforme indispensable à l'équilibre de nos comptes sociaux. Donc je suis pour la retraite à 65 ans. Je suis pour la réduction du nombre de fonctionnaires. Je pense que nous avons dans beaucoup de secteurs beaucoup trop de monde. Je constate que certaines administrations, moi vous savez, je suis avocat, je suis régulièrement en prise avec beaucoup d'administrations. Quand je vois certaines administrations qui ferment à 15h30, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur le temps de travail et les effectifs. En revanche, je suis pour des recrutements de fonctionnaires dans les secteurs où c'est essentiel, notamment dans la santé. Mais vous portez des idées que vous venez de nous énumérer qui ne sont pas dans le programme des partis qui vous soutiennent et qui vous ont investi. Ils ont peut-être fait... Mais non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de candidats des Républicains qui défendent ce que je défends. Après, il y en a peut-être certains qui, dans certaines circonscriptions, préfèrent avoir un programme plus macronisé, si vous voulez, plus lisse. Moi, ça n'est pas ma vision de la politique. Je ne suis pas pour ce grand flou artistique auquel nous a habitués Emmanuel Macron. J'ai des idées claires, je suis libéral, je suis de droite, je suis pour des réformes, je pense que notre État a besoin d'être réformé et je pense que tout ça coûte beaucoup trop cher à la France qui travaille. À peine constitué, le gouvernement est sous pression avec les accusations de viol portées par 2 jeunes femmes à l'encontre de Damien Abad, tout nouveau ministre des Solidarités et de l'Autonomie. Les faits éventuels remontent à une dizaine d'années. Damien Abad les réfute. Dans un cas, 2 plaintes successives ont été classées sans suite. Dans l'autre cas, il n'y a pas eu de plainte pour l'heure. Vous qui êtes avocat, notamment en droit pénal, vous privilégiez la dimension juridique, présomption d'innocence, ou alors une ligne de conduite politique, principe de précaution pour protéger les femmes, comme le demandent par exemple l'écologiste Sandrine Rousseau ou le socialiste Olivier Faure? Moi, comme avocat, je défends toujours la présomption d'innocence. Pour moi, c'est un principe fondamental et je m'y attache et je suis contre le tribunal médiatique. Je constate cependant qu'Emmanuel Macron est là encore dans un double discours total, puisque à la fois il nous a expliqué que la grande cause de son quinquennat, ce serait les femmes, l'égalité homme-femme, la libération de la parole, MeToo, une femme première ministre, etc. Et en fait, on voit que finalement tout ça, c'est une part de communication et que de l'autre côté, il fait exactement ce qu'il veut. Donc alors comment vous conciliez les deux aspects, puisque vous nous dites que vous êtes attaché à la présomption d'innocence? Je pense qu'il aurait... rester au gouvernement. Monsieur, je pense par exemple que s'il faisait moins de communication, ce président-là, au moment du mouvement MeToo, il aurait pu lui aussi rappeler son attachement à la présomption d'innocence. Il ne l'a pas fait. Il a foncé tête baissée dans ces mouvements progressistes qui, pour une part, avaient tout à fait leur légitimité et leur utilité. Mais il n'y a pas émis la moindre réserve, la moindre opinion, puisqu'on est à l'opinion, la moindre opinion un tout petit peu nuancée. Donc finalement, il est pris dans son propre jeu, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, voilà pour le contexte, mais concrètement, est-ce que Damien Abad peut rester au gouvernement? Est-ce qu'il doit quitter? Moi, je défends la présomption d'innocence. Donc vous ne demandez pas son départ? Non. Les membres des Républicains qu'on n'avait jamais entendus sur la question et qu'aujourd'hui on entend dire on savait depuis longtemps qu'il y avait un problème dans les relations entre Damien Abad et les femmes, vous en pensez quoi? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans l'état-major des Républicains, donc moi je n'étais au courant de rien et donc je n'en sais rien. C'est ni très délicat, ni très... et un peu léger peut-être de se taire pendant des années si vraiment on sait quelque chose, et puis de parler une fois que la personne concernée a quitté votre camp? C'est souvent comme ça. Franchement, je ne suis pas du tout dans le détail de ce dossier. Je ne sais pas qui était au courant de quoi, qui a été informé et comment. Ça les regarde d'une certaine façon. L'autre polémique autour de la constitution du gouvernement, elle concerne Pape Ndiaye, polémique de nature évidemment totalement différente. Il est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que le simple fait d'être un spécialiste des minorités fait de vous un ennemi de l'universalisme républicain? C'est un petit peu ce que semblent dire ces critiques aujourd'hui. Écoutez, sauf erreur, il participait quand même à des réunions non mixtes, donc il pousse assez loin sa spécialité. Moi, je pense que ça fait polémique parce que ça illustre. Je vois les journalistes qui parlent de la plasticité intellectuelle d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas de la plasticité, c'est qu'en fait, il ne croit à rien.
il ne croit à rien. Il s'est présenté comme libéral quand il s'est fait élire. Il a été le président le plus dépensier de toute la Ve République. Il a alourdi notre dette de centaines de milliards d'euros. Et aujourd'hui, il a substitué à Jean-Michel Blanquer, qui était le chantre de l'universalisme le plus républicain, de la laïcité, qui était extrêmement vigilant sur ces sujets-là, il le remplace par son extrême inverse. Mais ça veut dire qu'il ne croyait pas du tout à ce que faisait Blanquer, pas plus que d'ailleurs il ne croira à ce que va faire Pap Ndiaye. Donc ce qui vous gêne, c'est moins la ligne de Pap Ndiaye en tant que telle que l'absence de ligne d'Emmanuel Macron. Mais non, la ligne de Pap Ndiaye, elle me gêne tout à fait. Je n'ai pas envie que les enfants français soient biberonnés aux théories vaseuses de la gauche américaine. Vous voyez ce que je... On l'a pas encore entendu s'exprimer comme ministre. Oui, mais on a vu son parcours. Et donc c'est vers ça qu'il va aller. Et il y a beaucoup de profs qui vont le suivre là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'éducation nationale, beaucoup de professeurs, d'enseignants, etc., qui sont sur cette ligne-là. On va avoir du Alexandria Ocasio-Cortez dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc je trouve que c'est catastrophique, franchement. Et je pense par ailleurs que voilà, ça montre qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Et ce qui me gêne aussi, surtout, c'est que pour le poste aussi sensible que celui du ministre de l'Éducation nationale, qui va impulser une ligne à l'éducation nationale, en fait, que fait Emmanuel Macron? Il fait de la pure politique politicienne, puisqu'il fait ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire qu'il nomme une figure de gauche et de la gauche la plus radicale en réalité, la gauche woke, etc., dans l'objectif d'affaiblir l'extrême gauche pour les quelques circonscriptions où l'extrême gauche poserait problème. Donc il sacrifie l'avenir des enfants à ses intérêts politiciens. Merci beaucoup Charles Consigny. Merci à vous.